working on a jailbreak. Got no time for a mistake. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. I've been working on a jailbreak. Keep it calm with the fast pace. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm gonna wake up. See, I've been working on a jailbreak. Got no time for a new fate. Any moment they'll replace me. Should have tried to get to know you. I've been working on my timing. Insecurity beside me. But your taste is so inviting. Should have tried to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm gonna wake up. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm gonna wake up. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Bienvenue au code de fiscalité. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de vos appareils électroniques. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. D'afficher un carton pour les 10 minutes, les 5 minutes et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation lors
Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai discuté à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restant. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation en 20 minutes se verrait arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Lafontaine, je suis comptable. Benjamin Lompré, fiscaliste. Marc-Antoine CFA. Jean Paquet, comptable agréé. Donc, avant de commencer, on aimerait savoir si c'est possible de tester le pointeur. Pardon? Si c'est possible de tester le pointeur. Oui. Puis, est-ce que ça serait possible aussi que lorsque vous allez montrer les cartons de temps restant, d'avoir un contact visuel avec chacun des membres de l'équipe, s'il vous plaît? Oui. Parfait. Bonjour. Comme vous le savez tous, l'impôt est obligatoire. On n'a pas le choix de le payer. Par contre, il n'y a rien dans les lois qui nous oblige à payer un pourboire en plus de cet impôt-là. C'est pour cette raison-là que mes collègues, Miguel Leblanc, Sandra Tachaud et moi-même, Kim Bousquet, sommes ici aujourd'hui pour vous présenter la solution optimale qui va répondre à votre situation. Donc, si on y va en commençant avec notre mandat. Donc, notre mandat, en fait, c'était de vous fournir des conseils fiscaux concernant l'acquisition de porte-fenêtres McShane, votre situation financière personnelle, ainsi que celle de M. McShane et de sa propre société. Pour le plan de la présentation, donc on va y aller par étapes. On va commencer par le transfert de l'entreprise de M. McShane. On va ensuite poursuivre sur votre financement. On va y aller pour les conseils pour la famille Grégoire et la famille McShane. On va continuer avec les transactions qui sont faites au sein de la société. Puis on va terminer avec une brève conclusion. Donc je vais céder la parole à mon collègue Miguel Leblanc qui va commencer avec vous. Merci. Alors, vous avez soumis votre intérêt. En fait, vous vouliez acquérir les actions de PFM, la société de M. McShane, que lui souhaitait transférer à vous à 90%. Donc, pour ce transfert-là, on a pensé à plusieurs solutions qui pourraient s'offrir à vous et à M. McShane pour le transfert de ces actions. Donc, on a pensé à la vente directe. Évidemment, la plus-value à la société de M. McShane est énorme, bien au-delà du 813 600 qu'on a d'exonération du gain capital possible. Alors, on a limité cette solution-là pour le moment. Ensuite, on a pensé à une conversion du capital d'action qui serait une bonne méthode, puisqu'elle est simple, peu coûteuse et génère aucune conséquence fiscale. Le remaniement du capital d'action, lui, aurait été aussi une bonne solution. Par contre, étant donné que vous gelez seulement 90% de votre valeur, on ne pourra pas l'appliquer, puisque l'article 86 précise qu'on doit disposer de l'entièreté de nos actions pour le faire. Le gel classique, en fait, donc par l'intermédiaire d'une société de gestion et le roulement dans celle-ci, serait aussi une bonne solution, étant donné qu'on peut utiliser la déduction pour gain en capital de monsieur McShane, et aussi on peut maximiser la contrepartie autre qu'en action de celui-ci, et celui-ci a la possibilité de garder la plus-value de ce futur de son entreprise. Donc, je pense que oui. Donc, nous, on a préféré, tout d'abord, pour avoir droit à la déduction pour gain en capital, vos actions doivent répondre à certains critères. Donc, les voici, vous devez détenir les actions depuis au moins 2 ans. Votre société était constituée en 91, donc ce critère-là est rempli. Depuis au moins 2 ans, la société doit avoir au moins 50% de ses actifs qui servent à générer du revenu. Ça aussi, on a vérifié, vous allez pouvoir voir plus tard. Ce critère c'est le 3e critère qui pose un problème, puisque 90% des actifs doivent être utilisés pour générer des heures. On parle ici de la JVM des actifs. Et comme vous pouvez voir, on est en ce moment à 87,23% des actifs qui servent à générer du revenu. Le problème, c'est les placements. Les placements génèrent seulement des revenus de biens et il faudrait s'en débarrasser. Donc, comment on va faire ça? On aurait pu faire tout simplement vendre les biens, ces placements-là, pour ensuite verser un dividende en capital et le reste en dividende imposable. Par contre, comme vous nous l'avez précisé, vous n'êtes pas très heureux avec le dividende que vous avez à chaque transaction que vous faites et avec votre société. Par le fait même, vous souhaitez éviter ça. Donc, on propose la vente croisée pour la purification de votre entreprise.
Cette méthode-là a l'avantage de générer aucune conséquence fiscale, en plus de permettre à votre entreprise de répondre aux critères pour les APE. Donc, comment on procède? En fait, je vais vous montrer le graphique tout de suite. Donc, excusez-moi. Donc, il y a vous, M. McShane, à la tête de l'organigramme, qui contrôlez PFM. Ensuite, ce qu'on vous propose, c'est de créer une société de gestion qui va s'appeler Gestion McShane, donc GMX. Vous allez... donc, PFM va transférer le placement qui sont non admissibles en contrepartie des actions ordinaires de GM contre une contrepartie égale à la JVM qui est de 1,8 million avec l'article 85. Donc ici, on ne génère aucun gain en capital ni aucune conséquence fiscale. Ensuite, M. McShane transfère 1,8 million de ses actions personnelles à lui de PFM dans la société de gestion pour une contrepartie, encore une fois, égale à la valeur des placements, donc 1,8 million, ce qui vaut environ 1300 actions. Et ici, application 84.1, mais ça n'a pas d'importance puisqu'on ne souhaite pas avoir de contrepartie autre qu'en action. Donc, ça n'a, encore une fois, aucune conséquence fiscale. Donc, par la suite, chaque société possède des actions pour la même valeur de l'autre société. Donc, ce qu'on va faire, chaque société va se racheter sa participation dans l'autre société contre un billet de la même valeur. Donc, on transige encore une fois ici à 1,8 million. Et donc ici, dernière étape, comme par magie, les liens sont brisés puisque c'est des créances réciproques en deux sociétés liées. Donc, il n'y a plus rien qui s'est fait. La société opérante répond aux critères des APE et vos actions sont des APE, exactement. Donc, par la suite, on veut vendre la société. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On souhaite vous préciser que c'est important que M. McShane se verse un dividende en capital, puisque c'est lui qui a travaillé pour obtenir cette valeur-là dans l'entreprise, et que c'est une mesure très, très avantageuse pour lui, étant donné qu'il n'y a c'est un dividende non imposable qu'il génère. Donc, par la suite, il va le vendre environ 636 actions pour générer un gain en capital à la hauteur de son exonération, qui est de 813 600 $. Ensuite, pour le reste des actions, on va les convertir contre des actions privilégiées d'élèves qui vont avoir les critères suivants. Donc, dividende raisonnable, non cumulatif, vente votante ou non, c'est à la discrétion de monsieur. Les non participantes et aussi rachetables au gré du détenteur. Ça, c'est très important. Madame Grégoire, ensuite, va pouvoir souscrire à des actions de PFM jusqu'à l'obtention du 90% désiré via une société de gestion pour avoir accès à du financement plus avantageux. Oui. Donc, les conséquences de cette transaction-là. Étant donné que vous êtes un tiers non lié à la société et que vous acquérez le contrôle, il y a l'application des règles d'acquisition de contrôle qui vient en conséquence. Donc, ce que ça fait. Fin d'année réputée pour la société immédiatement avant la date de contrôle et début d'une nouvelle année, le jour de l'acquisition. Ensuite, on avait vu que vous aviez des pertes, la société avait des pertes reportées, une perte en capital de 5 000 et une PAC de 230 000 $. Désolé. Donc, ces pertes-là ne peuvent pas être transmises après la date du contrôle, particulièrement les pertes nettes en capital. Donc, ce qu'on va faire, on va générer un gain de capital, je vais vous montrer plus tard. Les pertes autres en capital, elles peuvent être transmises si elles sont utilisées à l'encontre du revenu de la même entreprise ou d'une entreprise semblable. Pour ce qui est de la perte en capital, comme je vous l'ai dit, on va disposer du bâtiment qui a une grande plus-value et on va faire le choix de disposer de ce terrain-là, ce bâtiment-là, à une valeur de 1 610 000 $, qui est 10 000 $ de plus que son coût au capital pour générer un gain en capital imposable de 5 000 $ qui viendra annuler la perte en capital. Donc, je te laisse parler à ma collègue pour le financement. Donc, pour ce qui est du financement, vous aviez votre mère qui était prête à vous faire 20 % du montant en don, puis un 80 % financé là, via sa société. Donc, ce qu'on propose, nous, finalement, c'est que le 20 % on va, premièrement, il n'est pas soumis aux règles d'attribution, puisque c'est un don qui est fait à un enfant majeur. Donc, même si votre mère vous remet de l'argent, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Puis, pour la partie du 80 ce qu'on propose, c'est de faire un prêt via la société de gestion de votre mère. Finalement, ce que votre mère va faire, c'est qu'elle va pouvoir faire un prêt auto-prescrit, ce qui va vous permettre d'éviter les règles d'attribution. Puis, c'est vraiment important que les revenus d'intérêt là, soient inscrits dans le revenu d'entreprise, puis qu'ils soient réellement payés d'ici les 30 jours suivant la fin de l'année. Donc, ça, c'est les conditions qu'on a à respecter pour que le prêt soit admissible. Donc, pour obtenir les liquidités nécessaires pour faire ces transactions-là, on propose un versement du dividende en capital qui va pouvoir remonter là, dans la société de gestion puis être versé à votre mère. De cette façon-là, votre mère va pouvoir retirer l'argent pour le don libre d'impôt. Donc, pour cette partie de la transaction, il n'y a pas vraiment de conséquences fiscales à ce niveau-là. Pour l'autre partie, on voyait qu'il y avait un solde de CRTG dans la société. Donc, ce qu'on propose, c'est de verser un dividende un dividende déterminé afin qu'il se rende dans la société de gestion. Puis, avec ce dividende-là, finalement, vu que c'est un dividende intersociété, il n'y a pas d'imposition non plus, elle va pouvoir se servir là, des fonds pour vous faire le prêt directement via sa société de gestion. Donc, pour ce qui était de la famille Grégoire, donc, vous aviez, madame, un gros revenu, puis monsieur ne travaillait pas, il était à la maison, s'occupait des enfants. Donc, premièrement, ce qui serait important, c'est que ce soit vous qui assume toutes les dépenses là, courantes et personnelles, tout ce qui touche finalement aux dépenses. Pour le REE, on n'avait pas vraiment d'informations, ça serait important, là, si vous n'avez pas de REE pour vos enfants, vous aviez 3 enfants mineurs, vous vouliez assurer là, la perpétuité de leurs études, ça serait important de cotiser un REE. Vous pouvez cotiser jusqu'à 2 500 $ par année pour avoir droit à la subvention là, de 500 $, ce qui vient quand même faire un rendement intéressant. Puis les revenus sont à l'abri de l'impôt tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de retrait. Au moment du retrait, ça va être imposé dans les mains de vos enfants, donc encore une fois, plus intéressant à ce niveau-là. Vous étiez aussi admissible à la baisse d'impôt pour les familles. Donc, puisque votre conjoint ne travaille pas, puis que vous avez un enfant en bas de 18 ans, là, ça peut vous donner là, une réduction d'impôt jusqu'à 2 000 $, qui peut être intéressant pour vous. Ça serait important aussi, si vous n'avez pas cotisé au maximum de votre REER, de le faire, ou si vous désirez cotiser à celui de votre conjoint, évidemment aussi, vous pouvez le faire. Ça peut être préférable, en fait, de cotiser à celui de votre conjoint, puisque à la retraite, vous allez pouvoir mieux fractionner les revenus, là, puisque monsieur n'a pas vraiment de revenus, mais présentement. Il y avait aussi l'hypothèque versus le rendement de vos placements. Si jamais vous avez un intérêt sur le placement qui est moins intéressant après impôt que celui que vous payez sur votre hypothèque, ça serait important peut-être, s'il n'y a pas de pénalité, de venir rembourser des montants là, sur votre hypothèque parce que là, vous continuez à... Finalement, vous n'êtes pas gagné en plaçant de l'argent que vous pourriez payer votre hypothèque avec. Ensuite, pour ce qui est de la rémunération de votre conjoint, vous aviez une préoccupation par la suite au niveau, après avoir acquis la société, comment on va procéder pour sa rémunération. Ce qui est important, premièrement, c'est que la rémunération doit être raisonnable. Sinon, elle ne sera pas déductible et puis monsieur va être déductible directement, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que vous ayez un salaire déraisonnable. Puis on privilégie le salaire face aux dividendes si le revenu de l'entreprise, le revenu en fait exploité activement est plus élevé que 500 000. Donc à partir du moment où c'est plus élevé, on privilégie le salaire afin de pouvoir venir diminuer le plafond de revenu. Ensuite, autrement, on est indifférent. C'est sûr que si monsieur veut avoir de l'espace réel, c'est important de verser un salaire. S'il veut avoir des avantages en tant qu'employé aussi, ça peut être quelque chose qui est intéressant s'il y a un salaire. Puis si, évidemment, vu qu'il va recommencer à travailler, on ne savait pas trop s'il allait avoir des frais de garde engagés. S'il y a des frais de garde, intéressant qu'il y ait un salaire aussi à ce niveau-là, pour pouvoir aller chercher un peu plus de déduction. Par la suite, vous avez une préoccupation aussi pour vos placements. Donc, tant aussi longtemps que les pertes ne sont pas matérialisées, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on peut faire à ce niveau-là. Ce qui est important de savoir, c'est que la minute que vous allez vendre les placements, s'il y a une perte qui est générée, ça va être une perte en capital. Celle-ci est reportable rétrospectivement sur 3 ans, puis prospectivement jusqu'à votre décès. Donc, à ce niveau-là, ça peut être intéressant si vous générez des gains par la suite de pouvoir venir déduire ces pertes-là. C'est important aussi de faire attention aux frais d'intérêt que vous avez par rapport à ces placements-là. Ça va vous générer une perte nette cumulative sur placement.
Donc, ce que ça peut engendrer, là, c'est vous faire perdre un petit montant de votre exonération en gain en capital si par la suite vous souhaitez vendre vos actions. Là. À ce niveau-là, il faut peut-être être vigilant, essayer de trouver des placements pour que générer un petit peu de revenus là, pour venir compenser finalement les frais. Les frais de courtier, à ce moment-là, vous devez les ajouter à votre prix de base là, pour vos placements. Puis, ce qu'on vous suggère par la suite, là, si vous voyez que vraiment vous souhaitez faire des placements, agrandir votre portefeuille puis générer beaucoup de revenus, ça serait important de vous incorporer, puisque, évidemment, vous avez déjà une grosse rémunération à ce moment-là. Votre conjoint fait un peu de travail pour vous. On pourrait peut-être lui verser un salaire, lui verser des dividendes s'il veut participer à l'actionnariat. Donc, à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant. C'est sûr qu'actuellement, il y avait plus de dépréciation que de valeur qui était prise. Donc, là, pour l'instant, on ne fonctionne pas, mais ça peut être dans l'avenir quelque chose qui est intéressant pour vous. Pour la suite, je vais prêter la parole à ma collègue. Alors, juste avant que je continue avec le prochain sujet, je crois qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans le PowerPoint malheureusement la dernière fois qu'on l'a enregistré. Donc, je voulais juste spécifier lors de la transaction de la vente des actions de la société opérante de M. McShane à vous. En fait, là, la stratégie optimale qu'on a ciblée, c'est de faire une vente directe pour le montant de l'exonération en gain en capital qui est disponible. Donc, on a pris pour acquis, bien entendu, qu'elle était encore disponible, puisqu'on n'avait aucune information là, qui faisait en sorte qu'on pouvait croire qu'elle ne l'était pas. Donc, on faisait, c'est ça, une vente directe pour cette partie-là. Donc, on vendait 736 actions, dans le fond, plus la déduction en gain en capital qui était disponible là, pour arriver à une juste valeur marchande de ce montant-là et du PBR ajusté des actions, des 736 actions qu'on décide de vendre. Puis par la suite, ce qu'on voulait faire avec le restant des actions, c'est faire une conversion pour des actions privilégiées à ce moment-là. Puis, dans le fond, pour que monsieur puisse avoir les actions privilégiées qui sont rachetables au gré du détenteur. Puis au moment que vous allez désirer avoir liquidité, là, on va pouvoir faire le rachat. Je voulais aussi spécifier là, que pour le versement des dividendes pour votre mère, c'est important de s'assurer que c'est toujours en accord avec l'autre actionnaire, là, même si ce n'est pas la même catégorie d'actions. Ça serait injuste pour lui s'il ne peut pas aller chercher sa part là, du dividende en capital ou du dividende déterminé qui est plus avantageux là, que le dividende déterminé. Donc, si je continue avec la famille McShane, première étape qu'on veut faire suite justement à la transaction de vente d'actions, ça serait de transférer faire un échange d'actions de M. McShane avec sa compagnie de gestion. Donc, en fait, les actions de sa société opérante, ce qu'on propose, c'est qu'il les échange contre des actions de sa compagnie de gestion pour transférer les actions de la société opérante dans la société de gestion. Vous nous dites que vous aviez un problème là, un peu avec les dividendes qui vous seraient versés. De cette façon-là, les dividendes pourraient être versés directement dans votre compagnie de gestion. Puis, comme les dividendes intercompagnies sont non imposables, là, ça vous permettrait de sauver, si vous voulez, de l'impôt sur ce revenu-là. On utiliserait dans le fond le paragraphe 85.1 de la loi sans contrepartie autre qu'en action. Fait qu'à ce moment-là, on vient vraiment limiter les conséquences fiscales. Bien entendu, là, le prix de base rajouté des nouvelles actions et le capital versé serait le même que celui des anciennes actions. Puis, c'est ça, ça vous permettrait vraiment plus de flexibilité au niveau de la politique de rémunération que vous allez avoir, puisque c'est vous qui va décider dans votre compagnie de gestion ce que vous voulez faire. Vous avez aussi mentionné que vous désiriez vraiment plus faire des placements avec l'argent que vous alliez avoir pour le restant de votre carrière. Donc, à ce moment-là, considérant qu'on verserait des dividendes dans la société, vous pourriez directement les réinvestir là. Ça serait probablement plus avantageux là, de le faire de cette façon-là. Ça vous permettrait aussi de protéger vos placements. Là, si jamais il arrive quoi que ce soit, d'un point de vue légal, vous êtes beaucoup plus protégé que s'ils étaient directement en votre nom. Aussi, par la même occasion, on aimerait vous spécifier que comme vous avez des années, on a considéré que vous étiez employé, en fait, donc vous auriez droit à une allocation de retraite qui pourrait aller jusqu'à 2 000 $ par année avant 1996. Si on continue par la suite, Miguel, s'il te plaît. Il y a aussi la possibilité de fractionner votre revenu en incluant soit vos enfants ou vos conjoints dans l'actionnariat de la société de gestion pour vous permettre de leur verser des dividendes. C'est ça, il faut faire attention, s'il y a des enfants mineurs qui sont impliqués, là, ça ne vient pas avantageux parce qu'ils vont être imposés au plus haut taux marginal d'imposition. Bien entendu, l'achat de ces actions-là doit être financé par les enfants ou par la conjointe parce que sinon les règles d'attribution ils peuvent s'appliquer si jamais vous leur faites des prêts à taux réduit ou des dons. Fait que c'est à faire attention là, à ce moment-là. Puis, encore une fois, là, comme on a mentionné pour la famille Grégoire, on pouvait contribuer, monsieur pourrait contribuer à son REER ou à celui de sa conjointe pour lui permettre de fractionner le revenu ou de reporter l'impôt, si bien sûr il y a un espace disponible.
Pour ce qui était des transactions qu'il y avait dans PFM, les frais de repas étaient déductibles à 50% seulement, donc c'est à faire attention. Les frais de déplacement, c'était correct, c'est déductible à 100% pour l'entreprise. Les repas mensuels, comme c'était pour tous les employés, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est un maximum de 6 par année qui est autorisé. On peut pas y aller là, au moins une fois par mois, donc c'est à faire attention à ce moment-là. Les autres ne sont pas déductibles. Puis, pour ce qui est des coûts relatés pour les employés, malheureusement, il faut que les cours soient dans le but. Dans le fond, d'augmenter les connaissances des employés pour qu'ils puissent performer dans leur emploi de manière plus satisfaisante, ça leur permet d'acquérir des connaissances qui vont être nécessaires dans leur emploi. Donc, en fait, ça doit être dans le but de faire gagner un revenu à l'entreprise. C'est ça, aussi, il y avait un avantage pour la voiture pour les vendeurs, c'est à faire attention, comme vous pouvez voir le calcul est détaillé ici au tableau. Entre les deux choix, il n'y a pas vraiment de différence. C'est pour l'entreprise, dans le fond, les dépenses sont déductibles, c'est les frais d'entretien, puis l'amortissement qui est là. C'est 30 000 seulement, même si le véhicule vaut plus que 30 000. Puis, c'est ça, c'est une DPA de 30 %. Si jamais vous ne récupérez pas les taxes, vous pouvez les ajouter dans le coût, dans votre coût à capital. Le bonus aux employés, c'est plus intéressant de déclarer en fin d'année pour le report d'impôt. Puis ça peut. Présentation est terminée. Merci, on est en train de vous répondre à vos questions. J'en aurais peut-être une petite dans vos discussions. Premièrement, félicitations pour votre travail, votre présentation. Dans vos discussions, puis tout ça. Avez-vous envisagé, peut-être si M. McShane n'était pas intéressé à rester autant exposé au futur succès de son entreprise, étant donné que, grosso modo, il y a juste 800 quelques mille de monétiser sur la valeur de l'entreprise qui est beaucoup plus élevée? Est-ce que ça fait partie de vos discussions? À ce moment-là, il pouvait décider de faire des actions de gel qui sont non participantes. Et on va attendre comme ça, il pourrait se faire racheter à son gré et la plus-value au restant des actionnaires. Donc, lui, il peut exposer à ça. Il y aurait aussi la possibilité, là, nous, on avait cru comprendre que monsieur voulait vraiment limiter les conséquences fiscales, mais si monsieur désire complètement se départir de son implication tout de suite, toujours la possibilité de fonctionner avec une vente directe, mais dans la situation, là, ce qui était présenté, c'était vraiment la solution qu'on y a seulement avec le 800 000 de matérialisé, puis le reste, en fond, au moment où les liquidités vont être nécessaires pour monsieur. Aussi, vous avez parlé de disposer de la bâtisse pour déclencher un gain. Je sais que vous êtes limité dans le temps. Je pose la question pour expandre le sujet un peu. Vous voulez la vendre à qui? Puis, est-ce qu'il y a des règles? En fait, on ne dispose pas réellement. C'est un choix puisque le transfert, je trouve pas la slide, mais c'est ça, il n'y a pas une disposition réelle. C'est juste qu'on fait un choix de cristalliser une partie de la JVM pour réaliser un gain en capital. Et par la suite, là, j'en ai pas parlé, mais les paramètres du bien sont ajustés. Donc, il y a deux points capital. Il va y avoir un point capital égal au produit de disposition réputée et la FINAC va être égale au coût en capital pour le vendeur, plus le gain en capital généré, donc 5 000 en ceci. Est-ce qu'il y a des règles par rapport à la valeur marchande à établir dans une transaction comme ça? Bien, considérant que c'est une disposition réputée, en fait, là, la somme convenue est fixée pour réaliser un gain en capital comme ça, c'est pour absorber une perte latente. À ce moment-là, on peut fixer la somme convenue. Dans le fond, je pense qu'il faut simplement que ça se situe entre la FNAC puis la juste valeur marchande du bien. Et qu'à ce moment-là, nous, comme on désirait simplement matérialiser une partie du bien, on a fixé la somme convenue au montant dont on avait besoin de matérialiser. Okay. Ce serait mon nouveau PBR. Oui, c'est ça. Au FNAC, là, dépendamment. Oui, exact. J'en ai une autre, si c'est correct. On parlait de financement avec Catalina. J'ai deux questions en fait autour de ça. Oui. On dit que c'est Catalina qui va prêter, en fait on parle probablement de la gestion plus que de l'opérante, j'imagine, qui prête à Jessie ou à Gestion Jessie ou à PCM. J'ai pas vu. À la GESCO, en fait. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher les dividendes dans l'opérante de Catalina pour, dans le fond, venir verser des dividendes dans la GESCO de Catalina. Puis ensuite, le prêt va s'effectuer entre la GESCO de Catalina et la GESCO de Jessie. Donc, Jessie est incorporée. Ben, j'ai eu comme recommandation que Jessie devrait s'incorporer aussi. Oui. On fait l'hypothèse que Jessie est c'est incorporée. ça. Puis à ce moment-là, dans le fond, on proposait là, à Jessie d'acquérir le restant des actions ordinaires, en fait, réémettre des actions ordinaires pour Jessie dans cette société-là, de l'opérante de monsieur, pour qu'elle puisse obtenir le 90% au total des actions ordinaires. Est-ce qu'il y a des règles pour que les deux sociétés, Jessie et Catalina Gestion, puissent se prêter de l'argent? Oui, mais c'est ça, dans le fond, c'était inscrit dans le PowerPoint pour vraiment s'assurer que les prêts soient faits au taux du marché.
puis que, dans le fond, Jessie ne soit pas actionnaire déterminé de la société ou Jessie ou sa gestion ne soit pas actionnaire déterminé de la gestion de Catalina. L'important, c'est que l'intérêt soit réellement payé avant 30 jours après la fin d'année et que le taux prescrit, en fait, c'est le taux applicable au moment du prêt. Donc, il faut générer ce prêt, cet intérêt-là. Dans votre solution, vous avez tout de suite vous avez guidé vers un gel puis des achats d'actions, des émissions d'actions. Avez-vous calculé les impacts en gros s'il y avait une vente d'actifs? Non, un peu parce que dans la situation, il y avait vraiment, on mentionnait vraiment qu'on voulait continuer l'exploitation de l'entreprise. Monsieur désirait garder une partie de ses actions, vraiment, donc on pense qu'il voulait quand même continuer la pérennité, s'assurer la pérennité de son entreprise. Fait que dans cette situation-là, d'après ce que chacun des acteurs désirait, c'était pas nécessairement pertinent de traiter de la vente d'action. Ben, de mon côté, écoutez, moi je veux juste être sûr d'avoir suivi vos opérations. Dans le fond, vous allez prendre 736 actions. Au départ, vous allez les vendre. Ils ont bénéficié de la DGC. Par la suite, le restant, vous en faites un gel. Une conversion. Puis par la suite, c'est quoi vous faites? Vous limitez des actions de vote ressemblent à 90-10. Exact. Ouais. Parfait. C'est juste ça, je voulais dire que. Merci. Merci.